bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Black Bloc sur Mediapart. On est à Ivry-sur-Seine. Ça va, Ivry? Ouais, ça a l'air d'aller. On est au théâtre El Douandé. Vous voyez comment ils sont en forme. Voilà, c'est le public de Mediapart. Voilà, puis là, voilà, vous avez le sourire parce que c'était le procès de Nicolas Sarkozy. Vous avez encore du popcorn au point des lèvres. Là, c'est fabuleux de vous voir comme ça. Attention, on voit ton tatouage Fabrice Arfi Forever. Vous êtes magnifique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Black Bloc avec mes invités du jour que je vous demande d'applaudir bien fort. Tani, Victoire Toyon, Olivier Mevrancenot, messieurs, dames. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes magnifique, on dirait un peu le pire cauchemar d'Éric Ciotti. C'est un peu les Avengers de gauche. Bienvenue dans Black Bloc, je vous rappelle le concept. Donc j'invite des gens qu'on considère comme un peu chiants, parce que politiques, parce que activistes, parce que podcasteuses, voilà, des gens qui voilà, mais des gens on se dit ouais, c'est des sujets sérieux, donc on va s'emmerder. Et je leur demande ce qui les fait marrer. Et à l'inverse, j'invite des humoristes, je leur demande ce qui les politise et ce qui les conscientise. Je vais commencer par vous présenter, on va commencer par toi, Victoire, qu'on appelle Vivi. Mais pas du tout, il n'y a que toi qui m'appelles. Il n'y a que moi, ouais, c'était juste pour avoir confirmation de ça. Je laisse personne m'appeler comme ça, mais bon. Bon, pardon, Victoire. Mais parce que Victoire, je trouve que ça fait pas trop la gauche. Non, ça fait longtemps. Justement, si. La victoire de la gauche. Oui, mais justement, voilà, oui. C'est un peu comme si on t'appelait licorne. D'accord. Bon, bref. Quoi que t'es né sous Mitterrand, quand même. À la fin, ouais, il était déjà de droite, donc ça ne fonctionne pas. T'es notamment connue pour être la créatrice du podcast Les couilles sur la table, qui, je rappelle, n'est pas un podcast de cuisine. Oh, merci. Et oui, les gens connaissent. Pour les gens qui ne connaissent pas, parce que là on a affaire à un public instruit, c'est un petit peu l'élite, de quoi il était question dans ce podcast ? Il était question des hommes et de la masculinité. Et on faisait avec cette table une table de dissection de la virilité. Voilà. Ok, et après tu as enchaîné avec Le cœur sur la table, où il était question d'amour et de relations affectives. Très bien, très bien. Un seul applaudissement pour ça, alors que tout à l'heure, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je vais essayer de résumer les grandes étapes de ta vie, mais ouais, c'est un peu le bordel. Hein, tu me dis si je me trompe, hein, bac ES, ça on est bon, Sciences Po, puis États-Unis, puis France Télé, puis éleveuse de chèvres en Andalousie. Tout est vrai, hein, attention, hein, bien sûr. Puis prof d'histoire géo en anglais au lycée Saint-Cyr de Nevers. Alors je dis tout est vrai, mais tu racontes n'importe quoi ou qu'est-ce qui se passe? Ou tu es Xavier Dupont de Ligonnès? Serveuse chez le Zib aussi. Serveuse, ok. Ouais, chez le Zib, c'était une très bonne auberge à Mentou-Salon, en même temps. Allez, placement de produit, très bien, on y est. Et après j'ai fait des fiches pour La Grande Librairie, une émission littéraire. Okay. Qui n'était jamais lue parce que le présentateur François Bunel n'en avait jamais besoin. Donc voilà, je faisais des fiches. Un peu un emploi fictif, on va dire, ouais. Les fiches étaient très réelles, mais elles étaient juste jamais lues, quoi. Parce qu'on est sur Mediapart, donc fais gaffe à tout ce que tu dis. Tu peux vraiment sortir d'ici avec des menottes au poignet, hein, fais gaffe. Et après, j'ai créé Les couilles sur la table. Ok, et qu'est-ce que tu as préféré dans ce parcours? J'ai quand même envie qu'on parle un petit peu des chèvres. Je te cache pas qu'il y a une petite attente du public sur ce éleveuse de chèvres en Andalousie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'en avais marre de savoir rien faire de mes mains, et aussi j'en pouvais plus de France Télé parce que je travaillais au JT de 13h et 20h. Et vraiment, j'avais 24 ans. Et je me disais, c'est pas ça la vie, ça peut pas être ça. Je peux pas passer mon temps à chercher dans la réalité les fantasmes de mes rédacteurs en chef qui me disaient, va nous trouver une famille qui fraude les allocations familiales pour s'acheter des télévisions écran plat. J'étais là, non, je veux pas du tout faire ça. Et donc, j'ai vu une communauté autogérée en Andalousie. Je me suis dit, c'est bien ça, parce que moi, je m'intéresse à la politique pour ça, parce que je pense qu'on est fait pour vivre ensemble et de façon juste et tout. Donc, la communauté, c'était parfait. Et donc, je suis restée 1 an là-bas à traire des chèvres, voilà, tous les matins. 120 chèvres à la main, à 6h du matin, oui. Toi, toute seule, 120 chèvres Non, souvent, il y avait quelqu'un pour... on était 2, quoi. Et après, je les promenais toute la journée dans la montagne, voilà. Et pourquoi t'en Heidi, quoi. Ouais, non, mais pourquoi t'en es parti? Parce que parce qu'en fait je trouvais ça génial et tout. En plus j'écrivais des lettres enflammées à toute ma famille, à tous mes collègues de France 2 et tout ça, genre j'ai découvert la vraie vie, vraiment c'est ça qu'il faut et tout ça, Babylone, etc. Voilà, et en fait exactement, et au bout de 8 mois, 9 mois et tout, j'étais là,
En fait, je faisais des JT après à la communauté, genre tous les jours, je leur faisais le JT. Ça me manquait quand même les ils nouvelles. Ils t'ont chassé en fait. Ouais, en fait, ouais. Non, à un moment, j'ai dit, j'en peux plus d'ennui. C'était là, oui, on comprend. Retourne chez toi. Voilà. Et donc, je suis retournée chez moi, mais je les aime énormément et je leur fais un don mensuel et je les trouve géniaux et ils m'ont énormément appris. On les embrasse. Donc, voilà. Et on les embrasse. Comment on te présente et comment tu te présentes aujourd'hui? Est-ce que tu es journaliste, autrice, podcasteuse? Est-ce que tu as envie de te présenter comme ça d'ailleurs, ou est-ce que tu es tout en même temps et on s'en fout? Oui, je suis journaliste en tout cas de formation et je suis autrice et maintenant j'ai plus de podcast, mais j'ai une newsletter qui s'appelle Renverser la table. Voilà. Allez, voilà. Abonnez-vous, comme on dit à Mediapart. Très bien, merci Victoire. On va passer à Tani. Tani, t'as un spectacle là? Oui, bah bien sûr qu'on peut applaudir Tani. C'est vrai. J'ai pas encore les réflexes de Nico Saliagas, donc je vais à Tani, ouais, jingle, etc. T'as un spectacle actuellement en tournée qui s'appelle L'Autre. Tout à fait. Tani L'Autre, c'est également ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça s'appelle L'Autre? Alors, il y a plusieurs raisons. Oui. Au début, c'était parce que la raison concrète, c'était parce que quand j'ai voulu créer mon Instagram Tani, c'était déjà pris par une jeune femme qui s'appelle Tani, donc, qui est aussi humoriste, qui est aussi lesbienne, mais elle est allemande. Et donc, on cherche une espagnole. Et bref. Et donc, voilà, en fait, c'était déjà pris. Donc, je me suis dit Tani L'Autre. Et puis, c'était pour faire référence au spectacle qui parle beaucoup d'altérité, voilà, voilà. Il y a une cohérence dans tout ça. Et on va regarder, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, il y en a de moins en moins, mais il en reste peut-être sur Mediapart. On va regarder un extrait. En fait, comme avec ma copine, on est métisses toutes les deux, on rechercherait un donneur noir ou métis pour que l'enfant nous ressemble. Mais il y a un manque de donneurs. Voilà. Ouais. Du coup, je me permets. Est-ce qu'il y a du sperme dans la salle ce soir? Le sketch qui part en vrille. Ne donnez pas tout de suite. J'ai vu les caméramans, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas en Suisse qu'elle va trouver. Mais non, mais je vous jure que c'est vrai. Et moi, je réfléchis à une campagne de communication. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, de m'aider à trouver des slogans. Alors, je vous fais le top 3. Il m'a proposé 50 nuances de dons, plusieurs semences pour semer l'amour, sperme sans frontières, je sais pas, en vrai, je sais pas. Il m'a dit créez votre association, demandez à Omar Sy d'être le parrain. Donc voilà, si jamais vous avez son mail, n'hésitez pas. J'ai tenté omar.sy@gmail.com, ça n'a pas marché. Eh ben on relance l'appel. J'espère qu'il va voir la vidéo là. Je pense qu'il regarde Black Bloc, voilà, ouais. Donc n'hésite pas Omar. T'étais ingénieur avant, t'as fait des études là-dedans. Alors petite inside quand même dans cette interview. J'ai appris au maquillage, car on est maquillé autre inside à l'intérieur de l'inside. On est maquillé par la maquilleuse qui a été celle de François Hollande de 2012 à 2017. Anecdote incroyable qui s'appelle Nadia et qu'on embrasse, qui nous a raconté des choses absolument folles qu'on ne peut pas révéler ici car ça mettrait en danger la sécurité de l'État. Je referme cet inside et j'ai appris donc en me faisant maquiller que vous étiez ensemble au lycée. Tout à fait, ouais. On était dans le même lycée et on était même dans la chorale du lycée. Est-ce qu'on a envie d'un extrait de chanson? Mais on en a chanté un juste avant. Elle m'en a chanté un, voilà. J'étais genre, oh mon Dieu. Oui. Mais toi, vas-y, parce qu'elle chantait mieux parce qu'elle était soliste. Moi, j'étais soliste. Allez, on m'a fait chanter une chanson sur la masturbation féminine allongée sur un miroir. Voilà, c'était ça. C'était un lycée public incroyable. Non, mais on ouvrait... Le lycée Grandmont à Tours. Mais oh là là, on m'a aussi fait accoucher d'un œuf géant multicolore, voilà, pendant une pièce. Voilà où ça donc, mène. Le début du spectacle, ça faisait comme ça faisait... Olivier, il y a un challenge. Après, ça sera à toi. Hein. Non, mais tu te souviens? Attends, ça faisait... Moi, j'ai pas la... Mais si, ça faisait... De l'autre côté du miroir, la gauche est à droite, la droite est à gauche. De l'autre côté du miroir... Oui, voilà, c'était ça. Bien maintenant, ça. Ouais. C'était un spectacle sur le thème du miroir. Il y avait 200 personnes du lycée. Il y avait un orchestre. Il y avait des comédiens, des danseurs et tout. C'était vraiment un truc de fou. Tu sais où est parti le pognon de l'éducation nationale? Mais non, parce qu'elle le faisait. Mais non, parce qu'en plus elle le faisait bénévolement. Isabelle Faes, quelle femme extraordinaire. Voilà, c'était la prof de musique du lycée et chaque année elle organisait une super production. Après on partait en tournée en ville et tout. C'était un truc de fou, quoi. Vraiment. On aurait eu envie d'être avec vous là d'un coup. Ouais. Et Tani, après toi, t'es retombé études sérieuses, ingénieur, etc. Tu t'es dit, non, fini la chorale, poil sur des miroirs. Déjà, à l'époque, j'étais en S, j'étais un peu... c'est pour ça que je parlais pas sérieuse, maths, machin.
Tu t'es dit, ouais. Et ingénieur, t'as abandonné aussi. Tu t'es dit, tiens, je préfère pas gagner de pognon en jouant devant 10 personnes dans des caves. Tout à fait. Au début, parce que maintenant. Bah, c'est plus le cas, ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai fait. Après, je fais du théâtre depuis tout le temps. Je faisais du théâtre à l'époque aussi au collège, au lycée. En arrivant dans mon métier d'ingénieur, j'ai fait de l'improvisation. Et puis voilà, je préférais quand même faire des blagues que faire des calculs. Et comment c'est venu l'écriture ? Est-ce que tu dis j'ai envie de dire des trucs, je vais écrire des blagues dessus, ou j'ai envie de faire des blagues et il y a des trucs qui m'énervent, je les mets dedans ? Dans quel sens ça marche ? Un peu des deux, mais quand même j'avais des choses à dire. Et c'est comme ça qu'est né le spectacle. Ouais. Ok, alors il y en a un autre qui a des choses à dire. Je suis champion d'Europe de transition, hein, donc voilà. Olivier Besancenot est avec nous ce soir. Olivier, est-ce que tu es encore postier ou est-ce que tu es à la retraite ? Non, je ne suis pas à la retraite, mais je suis en dispo. Tu es en dispo, ok. Décembre, pour un projet de film. Un projet de film. Allez, de film genre. Un documentaire sur une organisation chilienne. Je sais qu'il y a une pièce qui se joue dans ce théâtre d'ailleurs, ouais. Sur le Chili, qui s'appelait le MIR, qui était une organisation de la gauche révolutionnaire. Ok. Qui a lutté contre la dictature de Pinochet. Et il y a eu pas mal de réfugiés, d'hommes et femmes qui sont venus militer dans plusieurs organisations de la gauche française. Ça a été le cas dans la mienne. Et voilà. Tu réalises un documentaire là-dessus ? Et je réalise un documentaire. J'ai été filmé au Chili. Et là, je vais passer au montage. Ok. Voilà. Bah, on va citer la pièce, tiens, puisque j'ai le flyer. D'autres jours viendront qui se joue au théâtre El Duende sur le coup d'État. Impeccable. Et t'es longtemps à la Poste, à Porte de Saint-Ouen ? C'est ça, porte de Clignancourt. On est du Porte de Clignancourt, ouais. Montmartre, exactement, à côté des locaux d'une certaine radio. Oui, qu'on ne peut pas, qu'on peut citer. Je ne sais pas si on peut citer Radio Nova, formidable radio. Comment ça se passait quand les gens te reconnaissaient au guichet, notamment les gens de droite ? Est-ce qu'il y avait une petite crispation au moment de donner son recommandé à Olivier Besancenot ? Bah déjà non, parce que je donne pas que des recommandés, je donnais aussi de l'argent, donc de toute façon, voilà. Le pouvoir pour une fois était de mon côté. Mais c'est surtout un bureau de quartier. C'est un quartier très populaire à Porte-Montmartre, et c'est pas un bureau de passage, donc c'est vraiment des habitués, c'est des gens que la plupart que je connaissais depuis déjà pas mal de temps, donc il n'y a pas eu ce type de problématique, mais il y a eu quand même des anecdotes, il y en a à l'appel, évidemment. Est-ce qu'on peut en avoir une petite ? Une petite, non. Là, t'as ouvert une porte, tu dis, il y a plein d'anecdotes, on a envie de passer la soirée avec toi. Ouais, non, mais là, ça va être un peu compliqué. Ouais. Bon, allez. Mais alors, t'es pas seulement postier, t'as pas non seulement été postier, parce que t'es également un tout petit peu humoriste. C'est ça. Oui, parce que malgré moi, sûrement, ouais. J'ai été candidat à l'élection présidentielle, c'est ça. Alors, non, t'as vu ? Attends, c'est quand même un certain sens de l'humour. Si tu fais toi-même le roast, c'est bon, hein, bah, je suis au chômage. Non, regarde, j'ai sélectionné, qu'est-ce que j'ai tapé sur Internet ? Blague Olivier Besancenot, et voilà, allons-y. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, l'histoire du patron du CAC 40 qui arrive au paradis. Vous la connaissez, non, le patron du CAC 40 qui arrive au paradis ? Je la connais pas, mais je suis sûr que les patrons vont au paradis aussi. Saint-Pierre arrive, l'accueille, et puis Saint-Pierre lui dit... Il n'y a pas que les facteurs. Un peu comme vous, il dit, écoutez, vous avez quand même vachement contribué au rayonnement de la France, vous avez fait beaucoup, et puis on nous a dit que grâce au ruissellement, c'est vrai que vous êtes gavés quand même un petit peu, mais finalement, il retombe toujours un petit peu de votre richesse, et merci pour les miettes que vous êtes tombés, donc vous allez aller au paradis. Alors le patron du CAC 40, il ouvre la porte, puis là, il voit des flammes partout, un mec en train de cramer, un autre qui est en train de se faire savater, puis il se retourne vers Saint-Pierre, il fait, mais il dit que j'allais au paradis, pas à l'enfer. C'est une manif de la CGT. Et il fait, ah non, j'ai juste oublié de vous prévenir, il y a eu des restructurations, des suppressions d'emplois, donc on vient juste de fusionner, en fait. Impeccable. Le sens du rythme, c'est bon, On va tous rigoler sur le plateau. Incroyable. Et t'as quand même le pire public du monde, puisque t'as l'autre qui essaye de te savonner la chute et tout. Et toi, clac. 10 personnes, c'est rien à côté. Ah ouais, j'imagine. Alors, déjà, moi j'avais envie de te poser une question un peu politique. Comment tu vis la période aujourd'hui ? Tu es encore dans la politique, puisque tu dis que tu es en dispo, que tu fais des films, mais j'imagine que tu gardes un œil sur l'actualité politique. Ouais. En gros, on va aller droit au but, la fascisation de la France et du débat démocratique. Comment on lutte contre la résignation ? Bah, c'est pas drôle, en effet, mais malheureusement, c'est la période dans laquelle on va vivre. Donc il faut s'armer politiquement pour agir dans cette période et pas renoncer justement à changer le monde dans lequel ils vont nous pousser à vivre, parce que là, c'est quand même des États-Unis que ça part, c'est quand même la plus grande puissance économique, donc on a un cours néofasciste qu'on va chercher à nous imposer, donc il faut faire front.
faut faire front, faut douter, faut pas avoir peur de douter, faut pas avoir peur d'être bourré de questions, même des fois de questions un peu déprimantes, parce que c'est légitime, on n'est pas des machines, mais il faut pas transformer nos doutes en jérémiade. Voilà, faut penser peut-être aux générations qui nous ont précédés. Je parlais du Chili. Il y a des générations avant nous qui ont lutté, qui ont payé le prix dans des circonstances autrement plus compliquées. Et moi, en tous les cas, c'est à ça que je me raccroche. Tu disais tout à l'heure, évidemment, on s'en souvient, que tu as été candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que tu y crois encore à ce type d'élection, à ce pouvoir descendant ? Alors la dinguerie fait que déjà en étant candidat, on proposait déjà à l'époque de bannir la fonction présidentielle. Je pense que c'est un drame, le présidentialisme, que la gauche en est victime plus que tout. On pourrait faire un mois sans présidentialisme à gauche, comme on fait le mois sans tabac, le mois sans alcool, ce serait peut-être pas mal. Mais il faut extraire le présidentialisme de la démocratie. Et non, je pense que la fonction présidentielle, elle est délirante. Enfin, on l'a vécu il n'y a pas longtemps avec Macron qui dit bah voilà, vous avez voté pour la gauche, bah, normal, vous aurez la droite au pouvoir, quoi. Voilà. Donc non, c'est une fonction qu'il faut abolir, mais après c'est une échéance politique importante. Et est-ce que l'humour, ça peut servir ? Est-ce que toi, tu t'en sers ? Là, on l'a vu, évidemment, c'est un peu anecdotique sur un plateau de télé, mais dans un débat face à un candidat sur BFM, un truc un peu institutionnel, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis ? Donc j'y vais pas en me disant que je vais les faire rire, franchement, ouais. parce que c'est un peu mission impossible. J'y vais plutôt en me disant que j'ai quelque chose à dire, mais dans l'humour, dans le militantisme, puisque moi je suis militant, comme celle de mon organisation et puis d'autres, ça compte énormément. Puis des trucs, des propositions politiques sorties, même avec humour, il y en a plein. Enfin moi. Là, comme ça, spontanément, il y a une réunion publique où je me souviens dans le nord de la France, où on propose, nous, entre autres choses, de plafonner la rémunération des élus, pour pas qu'il y ait de spécialisation, de professionnalisation, et qu'en gros, faire en sorte que la politique ne devienne pas un métier. Et je me souviens que dans le nord, il y en a un qui s'est élevé en disant bah, moi, je propose qu'on paye tous les députés au SMIC. Comme ça, une fois élus, on sera sûr qu'ils vont l'augmenter derrière. Voilà. Et c'était tellement vrai. Simple, basique. On l'a repris. Voilà, basique, simple. Comme dirait l'autre. Que je t'ai demandé, évidemment, qu'est-ce qui te faisait marrer ? Et tu m'as dit que tu te gavais de stand-up. Et je t'en ai choisi du coup un extrait que j'aime beaucoup. C'est fou en France comment on n'aime pas les Arabes quand même. Il y a 2 semaines, si tu sortais pour manifester pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, tu prenais une amende. Il y a 2 semaines, si tu sortais dans la rue pour dire peut-être qu'il faudrait tuer un peu moins les Arabes, tu devais de l'argent à l'État. Je sais pas si tu réalises. Bientôt, ils vont faire une attestation pour défendre les Arabes en France, comme pendant le Covid. Sauf que c'est pas le Covid, mais on a peur quand même que tu contamines les gens avec ton empathie. C'est extrêmement grave. Comment tu verbalises ces gens-là ? Comment la police y verbalise ? Comment ils... Qu'est-ce qu'on défend là ? Oh pardon, pardon, j'avais pas vu l'insigne. Non, ça va. Non, c'est des néo-nazis. Allez-y, je vous en prie. Bah, c'est quasiment des collègues, chef. Enfin, allez-y. Farid, évidemment. Farid dans ses œuvres. Ouais, très bon. Très, très bon. Donc tu m'as dit que tu te gavais de stand-up. Tu vas voir des spectacles ou tu regardes sur Internet ? Je regarde beaucoup Internet, mais j'ai été voir Malik Bentala. Ouais. Son dernier spectacle que je vous conseille, franchement, non seulement c'est drôle, mais ça envoie aussi des messages et surtout c'est bouleversant parce qu'il raconte aussi son histoire, une histoire de dépression. Qui est un thème aussi tabou dans la société. Donc franchement, dans Malik Bentala, c'était une super belle surprise. J'avais regardé ces petites vidéos qui avaient cartonné sur l'imam Chalgoumi. Notamment celle-là, donc qu'on conseille à tout le monde si vous l'avez pas vu. Je pense que tout le monde un peu enrhumé Pascal Pro. Voilà, l'heure de trop, je crois que ça s'appelait. C'est vraiment assez fantastique. J'ai une question un peu sérieuse sur l'humour. Est-ce que tu considères que c'est un bon moyen de mobiliser l'humour, ou au contraire, une fois qu'on a ri, c'est bon, on peut passer à autre chose, rien n'est grave? Non, moi je pense que ça nous accompagne tout le temps. Il n'y a pas de calcul derrière l'humour. Mais je pense que dans la période actuelle, on en a vraiment besoin. Enfin, moi, dans la période actuelle, j'ai besoin de me ressourcer en me disant je vais me taper une barre de rire parce que le monde est tellement triste. Enfin, je veux dire, puis dans le traitement médiatique qu'en effet dominant, on a besoin de... Je dirais pas que c'est une arme de résistance, mais enfin, franchement, ça C'était un peu ma question, du coup. Est-ce que ça... moi, je veux pas théoriser là-dessus. J'ai aucune légitimité pour théoriser là-dessus. En plus, je suis pas un mec hyper drôle, mais en tous les cas, j'aime me ressourcer à ça. Non, mais j'aime me ressourcer à ça, vraiment, mais sincèrement. Et dans la période actuelle, je pense que rire, ça nous fait du bien. Et je pense que d'ailleurs, le succès des humoristes aussi, ça s'explique aussi peut-être par ça. Donc,
Après, il y a des humoristes de droite, il paraît, mais... Ouais, il y en a peu quand même. Ouais. Comme les poissons volants, c'est pas la majorité. C'est ça, exactement. Bon, alors on va se marrer avec Victoire, avec ton choix. Pascal, alors il faut que je vous raconte quand même comment ça se passe, la préparation d'une émission. J'envoie avant un petit message en disant qu'est-ce qui vous fait marrer. Donc Olivier m'a répondu en deux, trois messages. Tani, je lui ai demandé qu'est-ce qui te conscientise, 2-3 messages. Victoire, 8 pages. 8 pages. Un Google Doc, messieurs, dames. Avec... J'ai rajouté des trucs dessus, je sais pas si t'as regardé, mais je l'ai updaté. Ah oui, en plus, t'as rajouté des trucs depuis que tu me l'as envoyé. Avec des timecodes, avec... Alors là, je ris, mais de tel moment à tel moment. Incroyable. Alors, c'est parti pour 27 heures d'émission. Non, j'ai fait des choix. Mais déjà, bravo. Bonne élève, Victoire, c'est bien. Merci. Tu as bien fait tes devoirs. Alors, j'ai fait des sélections. J'ai d'abord retenu une série que je ne connaissais pas. On va regarder un extrait tout de suite. All men are completely repressed. All men only want to have sex. There are no exceptions. All 3 billion men are like this. All 3.6 billion men. All men are emotionally stunted. When asked how they feel, every man's always grunted. And why do men never listen and only think about themselves, as opposed to women who always listen and never think about themselves? Ooh, I hear you, girl. C'est la série Crazy Ex-Girlfriend. Mais là aussi le refrain en fait, elles chantent toutes ensemble Let's generalize about men. Donc elles disent voilà, faisons des généralités sur les hommes. Ouais, on n'a qu'à continuer à généraliser sur les hommes. Voilà, donc ça. On a pu passer que 30 secondes pour des raisons de pognon, car on est sur Mediapart. C'est vrai, pardon. Et pas... Non mais excellent extrait. Non mais c'est oui, c'est une série. Ouais, de quoi ça parle alors? Tu peux nous en dire plus? C'est une avocate qui croise un crush qu'elle a eu à un summer camp, donc en colo, et elle décide qu'en fait ça doit sûrement être lui, l'homme de sa vie, alors qu'il se souvient absolument pas d'elle, et donc elle traverse tous les États-Unis pour aller en Californie, le retrouver, et donc elle le stalk épisode après épisode. Elle invente plein de stratagèmes, mais en fait elle est complètement folle évidemment, et donc dans chaque épisode il y a 2 ou 3 chansons comme celle qu'on vient de voir. Et qui moi me font beaucoup rire. C'est pas gratuit en fait comme humour, c'est vraiment de l'humour féministe qui se moque des féministes, de l'humour antiraciste qui peut se moquer de certaines hypocrisies. Enfin, c'est très très intelligent et très sensible aussi. Donc voilà, ça peut me faire pleurer de rire, vraiment. Justement, est-ce que tu as constaté, toi, des avancées féministes dans le domaine de la comédie? C'est assez... On a l'impression que c'est... qu'avant, ça faisait peur à tout le monde de dire... Ah ouais. Oui, bien sûr. Dans le domaine des séries... oui, bien sûr. Enfin, c'est évident. Là, il y a quand même beaucoup plus de stand-upeuses hilarantes et de stand-upeuses tout court, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que quand même, pendant un moment, c'était quand même... hilarante. Non, mais oui, mais bon... Enfin, non, pardon, mais ce que je voulais dire, c'est que ça a été vraiment un gros boys club, le stand-up. Donc là, moi, je suis ravie. Je vais voir toutes celles que je peux à chaque fois pour les soutenir, et parce que je les trouve vraiment super douées, quoi. Parce que c'est intéressant, parce qu'avant les féministes on a reçu Clémentine Autain là, dans la dernière émission, et vraiment les féministes au départ étaient considérées comme vraiment relous, parce que voilà, casser l'ambiance en soirée, c'était la une des valeurs actuelles. C'est pas les hommes qui disent. Mais oui, ça c'est les gens qui fréquentent pas les féministes, parce que moi mes meilleures soirées, c'est les soirées avec les copines féministes. Elles sont hilarantes, vraiment. C'est ce qu'elles racontent, leur vision du monde et tout. Moi je le sais, mais on m'a dit ça. Je fais comme Pascal. Oui, c'est ça. Je pose la question. Oui, de toute façon, on dit toujours ça, quand on est engagé, on est forcément triste et tout, alors que vous savez que c'est pas du tout le cas, en fait, et qu'on passe des soirées très très drôles. Non, moi, il y a des milieux où je me suis vraiment emmerdée, c'est les milieux des mous, quoi. Enfin, les gens qui pensent pas grand-chose, ils discutent de ce qu'ils vont... des mous. Bah oui, tu sais. Non, mais les mous, c'est genre... Le MDM. Ils discutent de ce qu'ils vont acheter, genre. Je vous jure, il y a des soirées comme ça, les gens, ils discutent de ce qu'ils vont acheter. Est-ce que t'as un robot? Est-ce que t'as je sais pas quoi? Enfin, c'est vraiment... Est-ce que t'as fréquenté des gens en école de commerce? Mais sinon, pas dans la vraie vie. Oui, c'est ça, voilà. Oui, voilà. Donc, donc c'est pas du tout les féministes. C'est vrai que tu fais des gaps incroyables. Tu t'élèves des chèvres, après, paf, prof. Donc oui, c'est normal. Soirée boue. Mais on va continuer à parler un peu féminisme avec ton choix, Tani. Donc toi, Tani, je t'ai demandé ce qui t'a politisé. Tu m'as d'abord répondu ceci. On va bien lâcher la famille, il faut sauver d'ici jusqu'à l'Élysée. Pourquoi c'était important pour montrer à nos enfants que voilà, un père, une mère avec des enfants, c'est naturel, et pour leur montrer que c'est important aussi de
de se battre pour ce qu'on croit, en fait, pour nos valeurs. Au moment où va se profiler une élection majeure, l'élection présidentielle, il faut dire à tous, et y compris à ma propre famille, de la droite et du centre, que rien ne peut se bâtir, en tout cas certainement pas un avenir pour la France, sans s'appuyer sur les familles. Oh là là. C'est quoi ce dernier mot ? parodie. Je vous trouve pas très très républicain tout de même. Tu me demandais quoi, t'as dit? C'était quoi son dernier mot ? J'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave, je regarderai là. Ah, j'ai pas entendu. Ah, la famille, ok. Ça devait être arabe, à mon avis. C'est pas pour quelle raison. Simplement. Donc on a reconnu nos amis de la Manif pour tous, qui nous avaient pas spécialement manqué. Ok, non. Comment t'as vécu ça, toi? Et ben, en fait, je l'ai surtout vécu pour la deuxième vague quand ils ont fait des manifs contre la PMA. Oui. Et je me souviens que, je sais plus, j'étais dans le métro et je suis tombée sur, c'était la fin de la manif, et j'étais encerclée d'eux avec leurs enfants et tout. Et j'ai eu une montée de colère. Enfin, c'était horrible, quoi. Je rappelle que tu as un spectacle qui traite justement de ces sujets-là, de ton homosexualité. T'en parles. Lesbienne, voilà. Tout ça. Et non, en fait, je sais pas pourquoi, je me disais, pour moi c'était très abstrait, quoi. Concrètement, je les avais jamais vus, ces gens-là. Ils n'existent pas, oui. Voir si nombreux, organisés avec des enfants, je crois que c'est ça qui m'a choquée. Je me suis dit, mais quelle violence, quoi. J'avais envie de les secouer, de leur dire, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Enfin, vraiment, c'était. Et est-ce que tu as réussi à discuter avec eux, par exemple, et essayer de les convaincre ou pas du tout? Tu avais envie juste de les griffer au visage? Ouais, mais en fait, je suis sortie du métro tellement j'en pouvais plus, quoi. C'était insupportable. Et est-ce que c'est un sujet qui t'inspire pour faire des blagues ou c'est trop? Non, voilà, et du coup maintenant avec le recul, mais même quand je vois les images, je trouve que on dirait un sketch, quoi. Enfin, je veux dire, et donc je fais beaucoup de blagues justement où je retourne la situation et je me moque de l'homophobie, des militants homophobes, et pareil avec tous les sujets. En fait, c'est maintenant inverser le rire et rire des dominants et de ces gens. Bête, quoi. Ouais, mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je te posais la question sur jusqu'où on peut rire de la bêtise ambiante. Ouais. C'est aussi pour ça que je te posais la question sur est-ce que tu as déjà essayé de discuter avec eux pour voir leurs failles de raisonnement, leurs incohérences, et essayer d'en faire des... Ouais, ce serait intéressant. Mais c'est vrai que je dis pas de les prendre en première partie, forcément. Ce serait un peu compliqué. Mais ça se tenterait. Ok, d'accord, très bien. Avant de passer à la suite, moi, je voulais vous montrer ce qui m'a fait marrer, moi. Ah, y a pas de raison. Alors, ce mois-ci, et vous allez voir, c'est quand même assez désopilant. Je peux te faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Yeah, but not when it's outside the institutions. Sorry. C'est le seum, hein, tout simplement. En même temps, il y va jamais. Donc, oui, Victoire, tu as levé la main. Tu es vraiment décidément une très bonne élève. Tellement scolaire. Prends le bâton de parole et on t'écoute. Non, mais on dirait un extrait de la série Parlement. La série Parlement, c'est hyper drôle et ça apprend comment ça fonctionne le Parlement européen. Ouais. Et voilà, ça aurait pu être. France Télé, d'ailleurs, on peut le dire. Service public audiovisuel. Voilà, donc c'était Jojo dans ses œuvres. Tiens, je vais demander à toi, Victoire. La nullité de ces gens-là, est-ce que c'est désespérant ou est-ce que ça fait quand même. Bon, ça fait malgré tout rigoler, mais. On a quand même bien rigolé grâce à eux, par exemple, merci, pendant la. Comment ça voilà, se passe, je sais pas. Non, mais c'est qu'il faut bien qu'on rigole parce que sinon, comme disait Olivier, on va pas s'en sortir. Donc oui, c'est. Et puis surtout, ça se voit qu'ils en ont vraiment rien à cirer, quoi. En fait, du respect des institutions, de comment ça fonctionne, ils prennent même pas la peine de se renseigner. Ça, c'est quand même un peu désespérant. Ouais. Toi, Olivier, c'est un truc qui t'effraie aussi, ou t'arrives encore à te marrer avec ça? En fait, c'est ambivalent parce que quand on Trump, c'est la caricature. Oui, voilà, ça, quand tu vois Trump, tu le regardes, tu dis objectivement, en fait, ça se voit qu'il est à l'Ouest. D'ailleurs, c'est un problème pour les humoristes américains qui n'arrivent plus à. J'imagine, parce que là, il y a plus beaucoup d'espace, à prendre, mais il y en a qui votent pour ça.
et qui votent pour ça en connaissance de cause. Donc, mais je pense qu'on peut rire et qu'il faut rire de cette situation-là. Par exemple, moi j'ai reposté une parodie faite par des Allemands justement sur des soldats nazis. Vous la voyez à Berlin qui arrive donc un SS qui est dans les rues de Berlin et il y a un passant avec une casquette un peu en mode ouvrier qui le traite de nazi. Et lui qui s'offusque tout de suite en disant mais parce que je suis Waffen-SS, tout de suite vous me pensez que nazi, vous voyez des nazis partout et le Führer et les nazis, je vous la conseille, c'est vraiment l'air du temps qu'on a vécu avec la scène d'Elon Musk où là c'est pareil, tu te dis t'entends les arguments qui sont utilisés pour expliquer qu'en fait c'était un geste malencontreux, mais il était heureux. Voilà, Il distribue des cœurs. Des cœurs, bien évidemment. Ouais. Bon, je ne ferai pas de blagues sur les nazis. Voilà. Pour des raisons essentiellement de frais d'avocat. Je vous propose d'enchaîner tout de suite. Victoire, on va revenir à toi. Parmi donc ces 67 000 propositions de ce Google Doc formidable, il y en a une que j'ai trouvée extrêmement mignonne et qui me touche particulièrement et qui dit peut-être beaucoup de ta personnalité. T'as peur ou pas? Ouais, tu sais pas laquelle j'ai choisie? Je crois que je vois. Je pense. Tu dirais quoi? La machine à laver, je pense. Mais bon. On regarde. Alors, c'est pas du tout une machine à laver à... Victoire, tu m'as dit les animaux. Non, mais moi, je regarde. Non, mais là, j'ai envie de m'arrêter là-dessus un petit peu, tu vois. Non, mais moi, je me collectionne toutes sortes de vidéos animalières drôles, voilà, et surtout celles des oiseaux de paradis, parce que nous venons de voir un oiseau de paradis. Tu connais d'accord. Je connaissais la vidéo aussi. Oui, parce qu'il y a eu un film. Au lycée, il y a eu un spectacle. D'accord. Ah, moi, il y a eu le carnaval où j'étais quand même déguisée comme ça, quoi. Non, pas du tout, mais j'aurais pu. Enfin, ça aurait pu vraiment. J'ai cru aussi, voilà. J'ai cru. Non, et donc, et ça me réjouit. Voilà, je regarde ces animaux, ces incroyables créatures qui font toutes sortes de choses étonnantes. Et donc, mais les oiseaux de paradis, c'est une source particulière. Il y a aussi des araignées très très colorées et d'autres créatures encore. Voilà, des ratons laveurs. Expliquer. Et ces araignées, elles font quoi alors? Mais elles dansent aussi, en fait. Elles dansent, elles ont des couleurs incroyables. Il se dit, mais c'est pas possible que ça existe en vrai. Si ça existe en vrai, évidemment, c'est pas du tout là pour nous faire rire. Enfin, là, il est en train, c'est l'équivalent pour lui d'une danse, d'un striptease en fait, ou d'un. Toi, tu te fous de sa gueule. Je sais que c'est pas très gentil, mais c'est quand même très touchant. Voilà, il y en a un autre, il construit des cabanes immenses, ça s'appelle le Bowerbird Vocal Cup, et lui, il construit des cabanes gigantesques qui font 30 fois sa taille avec des brindilles. Et ensuite, ouais, c'est un oiseau. Oui, c'est un oiseau, ouais. Et ensuite qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc ensuite, la femelle, elle arrive, voilà, et elle visite. En fait, il met des mois à décorer son truc. Il prend des petites baies de toutes les couleurs, il les met, il fait pousser des champignons et tout. Ensuite, la femelle arrive, elle regarde sa cabane. Elle sautille comme ça, 1, 2, 3, et elle s'en va. Elle ne revient jamais. C'est vraiment, alors que moi. Drôle, regarde. Nous, avec Olivier, on rigole pas du tout de ça. Non, mais je sais, mais voilà. Mais on empathie avec ce qui vient de se passer. Première partie. Non, mais vraiment, c'est voilà. Et parfois, il peut s'accoupler. Ça dure 2 secondes et après c'est terminé. Il la reverra jamais. Voilà. Mais non, mais moi je trouve ça beau. Je me dis, c'est une métaphore, c'est un guide en fait pour nos vies. Tu vois, voilà, nous aussi, nous devons construire des cabanes de brindilles et des choses et danser comme des oiseaux de paradis. Voilà. Ça vous va ou pas, Ivry? Ouais, bah écoute, mais je ne te savais pas aussi passionné et tout. Et du coup, c'est passionnant de. Et ça rend, on rigole et tout, mais en fait, ça c'est ce qui fait aussi que j'ai envie qu'on arrête de défoncer la planète en fait. On a des raisons très très concrètes de le faire, évidemment, parce que on dépend de la planète pour notre survie. Hein, c'est-à-dire que en fait, si on la détruit, on pourra plus vivre. Mais aussi parce que c'est beau. Oiseaux de paradis. Voilà, mais aussi pour les oiseaux de paradis. Et donc, est-ce que la souffrance animale, c'est un sujet qui te touche? Toi, l'ancienne éleveuse de chèvres? Bah alors justement, tu vois bien la contradiction. Bah oui, parce que par exemple, j'ai vu naître tous les chevreaux. Et puis ensuite, il a fallu les tuer quand même. Donc bon. Ah, m'engueule pas, c'est pas de ma faute. Voilà. Ça rappelle cette. Elle tue des chevaux, m'engueule. Je dis ça parce que les gens ils savent pas quand ils mangent du fromage de chèvre, ils pensent mais en fait s'il y a du fromage de chèvre, c'est parce qu'on a tué des chevaux. Donc bon. Donc non, je ne suis pas cohérente sur cette question. D'accord, mais est-ce que c'est un sujet qui te touche quand même? Oui, bien sûr. Un sujet qui t'intéresse? Est-ce que c'est pas alors c'est une question piège pour Olivier Besancenot. Est-ce que c'est pas un impensé de la gauche justement un peu la souffrance animale?
Parce qu'on n'a pas encore... Alors, on est avec les merguez et tout dans les manifs, donc on est un peu loin peut-être du compte. Ouais, de la gauche traditionnelle, mais enfin, dans le renouvellement des mobilisations, il y a enfin moi, quand je pense la gauche au sens large, je pense pas qu'au parti. Et heureusement, dans les bonnes nouvelles, il y a quand même toute une série de nouvelles mobilisations. La cause animale en fait partie. Il y a des mouvements qui font parler d'eux et qui font surtout parler de la cause, qui participent au renouvellement politique au bon sens du terme, comme il y a un renouvellement des mobilisations féministes, écologistes. Donc oui, c'est un impensé et qui renvoie à des contradictions, mais aussi à des contradictions objectives, par ailleurs. Voilà, donc, et je pense que cette thématique, au contraire, elle évolue, elle progresse. Et moi, sur cette question, j'ai clairement évolué, justement parce qu'il y a des mouvements qui nous font prendre conscience d'un certain nombre de trucs. Ouais. En quoi tu as évolué, tiens? Sur ça, j'étais vraiment... c'était un sujet qui était... Non, mais je suis pas... Moi, je le prends pas du tout... Je dis la vérité, hein, j'étais pas du tout sensible à ça. Ça me passait vraiment au travers. Je pensais d'abord que c'était quelque chose qui était complètement un corps étranger, finalement, quasiment au mouvement ouvrier traditionnel. Et puis, tu découvres que, par exemple, Louise Michel, qui est moi, une grande figure référente, elle a eu la cause animale à cœur et dès le départ, et que finalement, c'est une trajectoire au sein même du mouvement d'émancipation qui est présent depuis très longtemps et qui est de moins en moins minoritaire. Et du coup, je prends conscience d'un certain nombre de trucs, ouais. Qu'il faut se battre sur tous les fronts. Tani, t'aimes bien les animaux? C'est vraiment une question de Michel Drucker d'un coup. Oui, écoute. Oui, clairement, oui. Mort ou vivant ou à manger? Vivant. Vivant, ok, très bien. Dans un registre plus sérieux, même si c'était une fois encore, on l'a dit, sérieux, quand je t'ai demandé ce qui t'a politisé, Tani, tu m'as répondu ceci. Le meurtre de George Floyd, donc 25 mai 2020 à Minneapolis, tué donc par la police. Alors, j'ai pas besoin de te demander vraiment qu'est-ce qui t'a politisé là-dedans, ça paraît assez évident, mais est-ce que c'est un sujet que tu abordes dans ton spectacle et comment tu l'abordes? Ou dans tes écrits ou dans tes... Et ben justement, quand ça s'est arrivé, en fait, j'étais déjà quand même conscientisée à l'antiracisme et à cette lutte-là, mais je crois que ce qui m'a marqué à George Floyd, c'était que en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il arrivait ce genre d'incident, c'était mon cercle noir et afroféministe qui réagissait, et je trouvais que, ouais, je sais pas, mes potes blancs ou mon entourage blanc, en fait, continuaient leur vie, quoi. Et je me suis dit, c'est plus possible. Et j'ai eu envie, en tout cas, dans mon humour et dans mon travail, d'être un peu plus engagée sur ce sujet-là. Et donc, voilà, j'ai rajouté des petites blagues anti-police, tout ça, quoi. À cab, etc., etc. Voilà. Ou le cops, art, bisounours, je rappelle, bien sûr. Et est-ce que tu observes évidemment la situation en France? Parce que là, ça paraît loin, on se dit c'est les États-Unis, c'est un pays de fous furieux, mais évidemment, oui, il se passe la même chose en France. Après, il y a eu aussi les manifs pour Adama Traoré, et justement, j'ai trouvé que comme il y avait eu cette grosse mobilisation pour George Floyd, ça avait eu aussi un peu plus d'écho en France, mais je trouve que c'est pas encore gagné, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Toi, est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui peut justement gagner la France, cette prise de conscience? Moi, je pense que ce mouvement, il existe en France, dans les quartiers populaires en particulier, autour d'Assa, Traoré. Il y a eu des rassemblements et des convergences de lutte qui pouvaient paraître improbables il y a encore quelques temps, entre des militants traditionnels de la gauche française, des militants de quartier, des militants de féministes, de la cause LGBTI. Et voilà, et c'est sur des pratiques. Et là, tu parlais quand on est sorti du Covid, la première grosse manif énorme, c'était au tribunal. Voilà, appelé par le comité Adama, et non, je pense que ça fait vraiment partie de ces choses qui changent, même s'il y a énormément de travail, et si on sait à quel point c'est une question qui cristallise la situation politique. Il y a des choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas expliquer, mais voilà, il faudra de toute façon lutter sur la question de l'impunité policière, parce que la thématique, elle est là. Tant qu'il y aura l'impunité, il y aura... Et en effet, le décalage entre toute une partie de la classe politique, voire médiatique parfois, qui était capable de s'émouvoir de ce qui se passait aux États-Unis. J'ai l'impression qu'en France, si, en France aussi, ouais. Victoire, tu voulais rajouter quelque chose? Non, en fait, on le voit quasiment, on le voit très souvent. Les dernières grandes révoltes, c'était aussi contre la mort de Naël, qui ont été appelées des émeutes, qui ont été extrêmement durement réprimées. Ça a été documenté dans Mediapart aussi. Abonnez-vous. Je suis obligé de dire abonnez-vous à chaque fois que tu dis Mediapart. C'est mon contrat. Ouais, c'est l'oreillette. Mais je crois, oui, qu'il y a quand même une conscientisation dans tous les milieux qu'on fréquente sur voilà, que toutes ces causes-là, elles sont liées et qu'il faut se battre ensemble contre tout ça.
Et sur la fascisation de la société, toi, Tani, par exemple, est-ce que tu vas voir les commentaires, ce qu'on dit de toi sur les réseaux sociaux? Bah ouais, je sais qu'il faut pas trop, mais justement, t'as mis un extrait tout à l'heure de ma vidéo au Festival de Montreux et j'ai eu, j'en ai fait des vidéos d'ailleurs sur mon Instagram, abonnez-vous. Mais ouais, j'ai eu des commentaires que je pensais même pas qu'on pouvait encore les faire, genre retourne en Afrique, enfin. En plus, c'est du racisme old school, quoi. Ouais, moi en plus, j'ai un peu tout. J'ai sexisme, racisme, homophobie, c'est un petit cocktail. Mais c'est effrayant. Et encore plus, là, au moment où on sait que Meta, etc., va en fait donner champ libre à ces gens-là, quoi. Mais bon, après, ça me permet d'en faire des blagues. Voilà, on recycle, mais en vrai, c'est assez inquiétant, quoi. Et comment tu gères, comment tu te protèges? Est-ce que tu vas quand même lire? Est-ce que tu fais lire par d'autres personnes avant? Là, j'avoue, je me suis pas trop protégée, mais il faut que je réfléchisse à le faire plus. Après, pour le coup, j'ai vraiment tout screené et envoyé au festival pour qu'ils modèrent aussi, parce que je trouve que c'est ça le sujet, c'est que souvent, t'as des médias qui te donnent l'opportunité de faire des blagues, de parler, et puis en fait derrière, quand tu te fais insulter, cyberharceler, ils réagissent pas, et donc là, ils ont été quand même assez réactifs. Ils ont supprimé les commentaires les plus violents. Ouais, c'est un vrai sujet. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'humoristes justement qui délèguent la gestion de leurs réseaux sociaux à d'autres pour pas faire face à ça, quoi. Ce qui est quand même grave, quoi, d'en arriver là. Mais bon, ouais. C'est ça, quoi. Surtout que moi, ce qui me choque, c'est que en fait, je fais juste des blagues, quoi, genre, oui, ça, tu vois. Ouais. Et Victoire, toi, j'imagine aussi, tu as été confrontée à ça? Oui, mais beaucoup moins. Enfin, c'est quasi anecdotique parce que, en fait, le podcast, ça attire moins de haine parce qu'il faut que les gens fassent l'effort d'y aller. Enfin, ils tombent pas dessus, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et aussi parce que je suis une meuf blanche, hétéro, cis, qui vient de classe plutôt aisée. Et je pense que ça me protège, en fait. C'est aussi une forme de privilège d'être moins attaquée sur ce que je dis. Et j'apparais beaucoup moins à la télévision et en vidéo et tout ça. Donc, ouais. Et Olivier, j'ai une question un peu plus générale sur la bataille culturelle. Comment ça se fait qu'on a l'impression de la perdre, cette bataille culturelle à gauche, alors qu'on est censé avoir les meilleurs artistes, les meilleurs chanteurs et chanteuses, possiblement peut-être les meilleurs humoristes. Je sais pas, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais oui. Non, mais je trouve qu'il y a vachement plus drôle. Il y a de la créativité, il y a de l'élan, il y a de l'enthousiasme, mais on a l'impression de la perdre. Comment t'expliques ça? Je sais pas, il y a plusieurs explications. D'abord, on n'est quand même pas à bataille. On n'est pas à armes égales quand même, hein, parce on peut se battre la coulpe en expliquant que c'est de notre faute. Mais enfin, on pourrait donner nous une chaîne d'information en continu, par exemple, un journal, une radio en permanence, et je pense qu'on fait reculer le Rassemblement national de 10%, sans prétention. On n'est pas à armes égales, donc il y a quand même ça. Et puis il y a un problème à gauche. Parce que pour gagner une bataille politique sur le terrain de l'hégémonie culturelle, pour reprendre l'expression qu'on doit à un antifasciste qui s'appelait Gramsci en Italie, faut le faire de manière décomplexée. Je veux dire, l'extrême droite, il laboure le terrain depuis une trentaine d'années. Moi, je l'ai vu, le recul. C'est-à-dire des thématiques qui étaient typiquement traitées que par des cercles vraiment craignos et identifiés comme tels d'extrême droite fascisants, qui sont repris aujourd'hui quasiment comme une thématique consensuelle par la droite, voire plus si affinité. Donc le problème, c'est qu'à gauche, il faudrait qu'on soit aussi décomplexé, c'est-à-dire dire voilà, on est antiraciste et on l'assume. Oui, arrêtez de se cacher derrière son petit doigt. Ouais, c'est ça, dire que le problème, c'est pas l'immigration, c'est le racisme en France. Déjà, commencer par ça, quelles que soient les orientations différentes, parce qu'il y en a des orientations différentes, mais commencer par ça, dire voilà, maintenant, on n'est pas majoritaire, peut-être, mais on va assumer d'avoir un certain nombre de positions et puis on va labourer ce terrain-là ensemble. Mais bon, je désespère pas parce qu'il y a eu quand même aussi des évolutions. À gauche, sur certaines thématiques, il y a eu quelques évolutions. Donc voilà, il y a aussi ça, mais il y a l'urgence. Et dans l'urgence, il serait bon de pas trop tarder. Avoir une gauche de gauche, finalement, ça serait... non, mais en fait, ça serait intéressant. Je voulais terminer l'émission par quelque chose de drôle, donc on va terminer avec toi, Olivier. Et ton choix, tu m'as dit, je cite ton texto, tu as dit « J'ai un humour de merde, même les blagues communistes me font rire ». Alors oh là, il y a des communistes. On les cherchait. Je le suis aussi. Hein. Bon, en même temps, hein, El Douande à Ivry, oui, voilà, on se doutait. Si vous n'êtes pas là, vous êtes nulle part ailleurs dans le pays. Donc, Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Internet, blague communiste. Merde.
Et alors, j'en ai pas trouvé des masses. Ouais. Voilà, je vais te les dire quand même. Alors, il y en a une qui commence par Léonid Brejnev. On te dit, on n'avait pas trouvé des masses. Léonid Brejnev fait visiter à sa mère le Kremlin et toutes les richesses qu'il contient. C'est très beau, mon fils, dit-elle. Mais que feras-tu si les communistes reviennent? C'est marrant. C'était une blague populaire en Union soviétique. C'est ça. Absolument. C'était une blague de rue. Ouais. Bah, moi, me fait rire. Mais moi aussi, je crois. Le communiste, on ne sait pas. Peut-être, ouais, il s'est coincé une couille dans le fauteuil, peut-être. On ne sait pas s'il y a un rictus. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'en ai trouvé une deuxième quand même. Je vous ai mis un classico. Est-ce qu'on va la voir? Coluche. Pour la politique, les communistes sont très forts. Un homme de fer à la tête et tous les autres en tôle. Moins marrant, d'accord? Blague moins communiste. Ouais. Voilà, alors c'est un peu mal vieilli, parce que là on parle d'un communisme vraiment pré-Fabien Roussel. Est-ce que tu as une bonne blague communiste en tête? Là, comme ça, non. D'ailleurs, tu n'as même pas dit là comme ça dans le micro, tellement tu n'en as pas. Parce que je cherchais, en même temps j'ai du mal à relier ce que je fais avec mes mains et ce que je fais avec ma tête, c'est pour ça. Et sur le communisme en général, est-ce que quel regard tu portes sur le communisme français? Est-ce qu'il est devenu? Et est-ce que c'est un mot qu'on peut encore utiliser sans être traité de stalinien, patati patata? Moi, j'étais candidat à la présidentielle avec l'étiquette Ligue communiste révolutionnaire. Okay. Voilà, et je l'ai assumé. Annoncer la couleur. Voilà, donc il n'y avait pas besoin d'appeler des détectives pour savoir de quelle mouvance je viens. Je suis un communiste anti-stalinien. Je le revendique. Pour moi, le communisme, ça n'a rien à voir avec la caricature bureaucratique qui a pu être celle des pays de l'Est. Mais je continue il y avait un album de Jean Ferrat qui est sorti en 91 qui s'appelait la jungle ou le zoo. Oui, justement, il expliquait, c'était un moment compliqué, le début des années 90, tous ceux qui étaient anticapitalistes étaient suspectés, étaient renvoyés au grand procès de l'histoire. Et puis lui, je me souviens qu'il était, je ne sais plus quel présentateur, qu'il tannait en disant « Mais pourquoi vous nous faites des chansons politiques? Vous êtes tellement meilleurs quand vous faites de la poésie. » Et il a dit « Mais mes plus belles chansons poétiques, c'est mes chansons politiques. » Et il a parlé de ça. Il a dit « Je refuse et le zoo et la jungle, c'est-à-dire et les sociétés bureaucratiques et les sociétés capitalistes. » Et ben voilà, moi je maintiens ce cap-là. Et quand tu vois ce qu'est devenu le communisme en France, le PCF. Oui, tu veux me faire polémiquer avec Fabien Roussel? Pas forcément. Pas forcément. Mais... Moi, je viens pas de cette tradition-là. Ouais, je viens d'une tradition qui est plus à gauche. Voilà, donc. Voilà, c'est bon, on a la polémique, c'est bon. Voilà. Non, je plaisante. Non, mais ça m'intéresse de savoir. Non, mais je pense à plein de militants et de militantes PC qui sont un peu désarçeux. Ouais, c'est soft encore ce que je veux dire, parce qu'ils sont vraiment désabusés. Oui. Mais comme tout le monde, je veux dire à gauche. Et puis à gauche, je pense que personne ne peut faire le mariole en ce moment. Parce qu'en réalité, à l'échelle de l'histoire, par rapport au mouvement d'émancipation qu'on est beaucoup à vouloir, je ne pense pas qu'il y ait un courant politique qui, à travers l'histoire, puisse dire voilà, c'est nous qui avions raison sur tous les sujets, on a fait la synthèse de toutes les expériences. C'est un petit peu plus complexe que ça, donc il faut gagner en humilité et puis se rassembler, se regrouper sur des bases unitaires, radicales à la fois. Et on va avoir besoin de ça, de rire, mais aussi de se souder, se serrer un peu les coudes, je pense. Je crois que les gens sont d'accord. Je ne sais pas si le public est très représentatif de l'état du pays, mais... C'est quand même le meilleur public. C'est le meilleur public. Oh, tu retournes en campagne présidentielle un peu quand même, hein? Ouais. Vous êtes beau. Non, c'est la présidentielle, je l'ai donnée. Ouais. On parlait de Jean Ferrat, j'ai envie de poser une question à Tani. Quel rapport? Tu vas voir. Oui, c'est ça. Non, on parlait de chansons politiques. Est-ce que toi, tu fais parfois attention dans ton spectacle à pas trop parler de politique pour pas cliver, ou est-ce que t'en as rien à taper? Non, franchement, j'aime bien parler. Enfin, justement, quand je suis en tournée et tout, faire des blagues un peu d'intro sur l'actualité politique. Et puis voilà, je pense que de toute manière, mon public de wokistes, c'est à peu près à quel bord politique j'appartiens. Mais non, et puis j'avoue que je pense que je me suis aussi fait connaître pour mon engagement, alors pas forcément politique, mais justement comme j'ai une parole très féministe, très queer, très antiraciste. D'ailleurs, on avait créé avec Mao le collectif Comedy Love, où l'idée c'était de faire du stand-up, mais aussi d'être en lien avec les associations, les collectifs engagés, donc de reverser une partie des recettes aux assos de terrain qui organisent les manifs et qui portent des messages aussi politiques pour défendre nos droits, quoi. Tout simplement. Donc voilà, les gens savent que je suis quand même quelqu'un d'engagé. Et Victoire, j'ai envie de te poser la dernière question. Est-ce que tu penses que la gauche, en règle générale, manque d'humour et manque d'autodérision? Olivier, une petite une réponse.
À l'évidence, oui, mais... Ouais, je m'en doutais, mais quand même, ouais. Non, mais enfin, ça dépend. Je veux dire, en même temps, il faut voir dans quelles conditions on les met aussi. Médiatiquement, je vois pas très bien comment il peut... Enfin, c'est tellement horrible, en fait, tout le système médiatique, comme c'est organisé, comme... Enfin, je vois la façon dont on s'adresse au personnel politique de gauche, c'est horrible, en fait. Ils peuvent pas être drôles, avoir... Enfin, c'est pas possible. Je pense qu'il y a ça. Mais oui, voilà. je vois bien. Et ensuite... Bon, mais après tout, en fait, même s'il l'était pas, en fait, moi, je m'en fiche qu'ils soient drôles. Ce serait juste bien qu'ils aient des bonnes idées, en fait, et qu'ils s'allient. En fait, drôle, ce serait à la fin de la liste, tu vois. Mais juste, en fait, qu'il et elle, arrêtent de gâcher ses opportunités, se battent, soient honnêtes, sincères et tout. Enfin, il y a d'autres qualités à leur demander avant, quoi. Voilà. Très bien, le message est passé. Je pense qu'ils nous regardent. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Olivier, Victoire et Tani. Si je voulais terminer en faisant un petit tour d'actualité. Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver alors ? Bientôt un film ? Dans le micro. Avec un certain Philippe Poutou. Voilà. Avec Philippe Poutou, bien sûr. Qui est très drôle. Qui est engagé, il a les qualités politiques et en plus il est drôle. Mais pour la projection d'un film documentaire qu'on a réalisé sur Rouge, qui était le nom du journal de notre organisation, la Ligue communiste révolutionnaire. Voilà. Et on le fait à Bordeaux. T'as vu, il y a un problème de micro, on veut te censurer. Dès qu'on parle de rouge, c'est marrant, il y a un problème. Ouais, c'est Rouge ou Poutou, il y a un bug bizarre. Merci pour ça. Victoire. Vous pourrez retrouver mes 63 autres recommandations humoristiques dans ma newsletter Renverser la table. Tu les mets à dispo. Renverser la table, ok, on peut s'abonner. Oui. Et tu m'as laissé entendre que tu aimerais éventuellement faire un spectacle, un jour monter sur scène, être drôle. Oui. Attends. J'ai écrit ça. J'ai tout lu. J'ai passé 8 heures à lire. Tu veux que je te cite ? Ah oui, non, si, je sais ce que j'ai écrit. Non, mais tu sais, c'est les listes de projets et tout ça. Non, mais j'aimerais bien faire un documentaire qui s'appellerait Comment devenir drôle, où j'essaierais de devenir de plus en plus drôle, en fait, en allant voir des gens très très drôles. Voilà. En rencontrant des gens hilarants, pour apprendre leur technique, leur voler des blagues. Non, ça c'est moi qui ai rajouté. Ok, on te souhaite tout ça. Ok, un docu, ça fera 2 docus, très bien. Et Tani, on peut te retrouver en spectacle, donc en tournée dans toute la France, voilà. Et puis sur Instagram, j'aime bien faire des petites bêtises, des petites vidéos marrantes. Tani, l'autre. L'autre, voilà, n'oubliez pas l'autre. Merci à vous trois, on peut vous applaudir bien fort. Merci Olivier, Victoire et Tani. Je voudrais remercier aussi, gardez vos applaudissements pour toute l'équipe de Mediapart et toute l'équipe technique, Alexandre Huez à la réalisation, Sidoine Tesson au montage, Stéphane Pruvot, directeur photo, Julien de Coignac, chef opérateur, Jimmy Beaufils au son, Charles Letzkus, chef électricien. Ça, c'est une blague communiste. Ce que tu es en train de faire, c'est une blague communiste. Comment tu dis ? Ça, c'est une blague communiste. Ce que voilà, on dit les gens. Bien sûr, on est une équipe. Martin Bessin, on peut applaudir bien fort aussi au cadre. Georges Elarard, matériel à la régie. Nadia Courtaillé, qui a donc maquillé François Hollande, Emmanuel Macron et nous. Voilà, quelle vie cette Nadia. Pierre Catan, producteur exécutif, le formidable Pierrot. Valentino Berti, rédaction en chef, qui me parle dans l'oreillette mais qui là n'a rien dit, donc je la soupçonne de s'être endormie derrière son écran. Et Tariq Safraoui pour l'ensemble de son œuvre et sa beauté, car il est extrêmement beau. C'est l'atout charme de Mediapart. Cette émission est en accès libre, possible seulement grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, qu'est-ce qu'on fait avec Mediapart ? Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci Ivry. Et merci à vous trois.